Bonjour tout le monde et merci d'être parmi nous pour ce webinaire organisé par Migraine Québec. Migraine Québec étant un organisme à but non lucratif fondé en 2014. On a aujourd'hui mon nom c'est Heather Pym, je suis neurologue au CHUM et spécialisée en migraine. Je suis également présidente de Migraine Québec et je vais vous parler des céphalées d'origine médicamenteuse, au moins un petit aspect médical. Et après ça, M. Yves Castonguay, qui est en fait le fondateur de Migraine Zéro et aussi notre patient partenaire là, qui nous aide avec Migraine Québec et qui va vous entretenir dans ses expériences quand il a fait un sevrage de ses médicaments et comment ça lui a aidé. En termes de conflit d'intérêts, j'ai fait des présentations et j'ai reçu des honoraires par différentes compagnies qui fabriquent des médicaments pour la migraine. Donc, vous les avez ici. Mais aujourd'hui, je ne reçois pas d'honoraires pour la présentation. J'aimerais également remercier Novartis et Teva, deux de nos commanditaires qui ont commandité l'activité aujourd'hui. Et je remercie aussi M. Jonathan Gay, notre webmaître pour 3Logic, qui est parmi nous aujourd'hui pour faire la diffusion du webinaire. Donc, comme objectif, je voulais définir les céphalées d'origine médicamenteuse, de discuter des facteurs de risque qui prédisposent à développer des céphalées d'origine médicamenteuse, aussi de clarifier quels types de médicaments sont plus en cause et de mieux comprendre comment une surutilisation de traitements abortifs contribue aux céphalées d'origine médicamenteuse. Et nous allons finir par en connaître davantage les options de traitement disponibles. Pour commencer, quand je vais dire traitement abortif, juste pour que vous sachiez que je fais référence à un médicament casse-crise pour la migraine. Et je vous ai mis des listes d'exemples ici. La liste n'est pas nécessairement exhaustive, mais je pense que vous allez retrouver des médicaments que vous connaissez bien si vous êtes migraineux ou migraineuse. Donc, l'acétaminophène ou le Tylenol, différents anti-inflammatoires non stéroïdiens comme Advil, ibuprofène, Motrin, naproxène, Aleve, Cambia, diclofenac, etc. Nos triptans aussi. Donc, il y a 7 triptans sur le marché maintenant disponibles. Je vous ai indiqué les noms génériques ainsi que les marques. Les dérivés d'ergotamine, comme le dihydroergotamine, et aussi des traitements combinés, comme le fiorinal avec ou sans codéine, Tylenol 1, 2 ou 3, dépendamment des constituants et les doses, ainsi que l'excédrine ou les 222, qui contient de l'acétaminophène, de l'aspirine, de la caféine, et les opiacés, les différents narcotiques ou dérivés de morphine, le tramadol ou le tramacet. Donc, comme définition, les céphalées d'origine médicamenteuse sont des céphalées plus que 15 jours par mois chez une personne connue pour des céphalées primaires, le plus souvent des migraineux, mais aussi parfois chez les gens qui souffrent de céphalées de tension ou même les céphalées trigémino-autonomiques. Cette dernière entité, les céphalées trigémino-autonomiques, c'est une maladie plutôt rare, en fait un regroupement de maladies. Donc peut-être vous avez entendu parler de la céphalée de Wharton, mais en fait les patients souffrant de ces genres de maladies sont moins à risque de céphalées médicamenteuses. Par ailleurs, les gens doivent prendre des analgésiques simples, par exemple de l'acétaminophène ou un anti-inflammatoire non stéroïdien, plus que 15 jours par mois, ou bien des triptans, des dérivés d'ergo, des narcotiques ou des combinaisons de médicaments plus que 10 jours par mois. Petit message à votre droite, c'est que la surconsommation médicamenteuse n'égale pas les céphalées d'origine médicamenteuse. Donc, pour savoir si quelqu'un souffre de céphalées d'origine médicamenteuse, il faut retirer le produit surutilisé et voir si la personne s'améliore. Un autre petit message important en bas de votre écran, c'est que l'aspirine et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens prises 15 jours par mois peut même être protecteur contre la migraine, mais par contre peut causer autres problèmes, comme par exemple des irritations gastro-intestinales, des saignements, des anémies, un trouble du fonction rénale et parfois même peut contribuer à l'hypertension artérielle. Donc, la balance de ma présentation est formée autour de certaines énoncés et je vous donne quelques secondes pour répondre dans votre tête vrai ou faux et je vais suivre avec la réponse par la suite. Donc, les céphalées d'origine médicamenteuse sont un problème très répandu.
Vrai ou faux? La réponse est vraie. Donc, peut-être ça va vous surprendre, mais jusque 1 à 2 % de la population mondiale peut souffrir de céphalée d'origine médicamenteuse. Donc, c'est au-delà de 150 millions de personnes. Il y a 4 femmes pour un homme, ce qui n'est pas surprenant. Évidemment, ça affecte plus les migraineux et les migraineux sont plus les femmes. Aussi, il y a d'autres facteurs de risque, mis à part la surutilisation de médicaments dont nous allons parler aujourd'hui. Par exemple, avoir de l'obésité ou un syndrome métabolique. Un syndrome métabolique, c'est un surplus de poids où les gens peuvent devenir résistants à l'insuline. Parfois, on va aussi appeler ça des états de prédiabète. La prise de benzodiazépine ou de calmants peut également nous prédisposer et aussi souffrir d'anxiété ou de dépression. Les 2 autres entités et d'autres que j'ai pas mis sont moins impliquées, mais il faut aussi considérer la sédentarité. D'où la raison que si vous êtes suivi par un médecin ou une infirmière ou une infirmière praticienne, ça se peut qu'il vous encourage de bouger davantage. Et aussi la prise d'opiacés ou de narcotiques, on va en discuter plus dans les diapositives suivantes. Deuxième énoncé, c'est seulement les triptans et les médicaments combinés, comme par exemple le fiorinal, sont sujets à causer des céphalées d'origine médicamenteuse. Vrai ou faux? La réponse est faux. Donc, tous les traitements abortifs peuvent contribuer au développement des céphalées d'origine médicamenteuse et je vous ai remis la définition juste pour vous illustrer à quel point l'acétaminophène et les anti-inflammatoires prise régulièrement, plus que 15 jours par mois, ou même les triptans, les ergots, les narcotiques, les combinaisons, plus que 10 jours par mois. L'autre question qui m'est souvent posée par mes patients, c'est « Docteur, si j'alterne, si par exemple je prends des triptans 10 jours par mois, mais je prends mes anti-inflammatoires les autres jours, est-ce que ça peut me protéger contre les céphalées d'origine médicamenteuse? » Et la réponse est non. Donc, si vous mettez tout ce que vous pouvez prendre pour casser vos migraines dans une sac brune et vous pigez dans ce sac-là plus que 10 jours par mois, vous avez le risque de développer des céphalées d'origine médicamenteuse. Surutiliser des traitements abortifs contre la migraine peut engendrer des changements dans le cerveau pour amplifier la douleur. Wow! Vrai ou faux? Vrai. Donc, ça veut dire que même votre Tylenol que vous jugez sécuritaire, que vous prenez de façon régulière, surtout si vous êtes migraineux, peut engendrer des changements au niveau de votre cerveau. Et là, je vous illustre c'est quoi ce point-là. Ici, je vous illustre le système équilibré, le système normal, chez quelqu'un qui ne surutilise pas de médicaments. Donc, ce que ça démontre à votre droite, la flèche verte, c'est des messages de douleur en provenance de votre tête ou de votre corps, si vous avez des douleurs ailleurs, qui montent et qui sont perçus par votre cerveau. De l'autre côté, votre cerveau envoie des messages vers votre tête ou votre corps pour contrôler la douleur. Et aussi parfois des messages même moteurs pour vous protéger. Donc, si je mets ma main sur la poêle, bien, c'est normal que c'est une réaction que je vais ôter ma main, c'est pour nous protéger. Mais quand on souffre de beaucoup de douleur, à ce moment-là, le cerveau peut intervenir pour envoyer des messages pour contrôler la douleur et nous protéger. Qu'est-ce qui se passe par contre si on est dans un cercle vicieux avec des céphalées médicamenteuses? J'attire votre attention au côté gauche de votre diapositive. Là, j'ai tiré une photo du livre de Dr. Leroux que j'aime bien parce que c'est très bien illustré. Vous allez voir que vous voyez des petits pics, ça c'est des crises migraineuses. Puis à chaque fois que vous avez une crise, bien, vous allez prendre des médicaments illustrés par les petits cercles en bas des pics. Et après ça, vous allez retourner à votre niveau de base. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez plusieurs crises? C'est qu'à un moment donné, vous allez en prendre de plus en plus de médicaments. À ce moment-là, le cerveau envoie des messages moins forts pour contrôler la douleur. Ça, c'est les changements ou l'impact que les médicaments surutilisés ont sur votre cerveau. Donc, vous voyez que la flèche rouge est devenue beaucoup plus mince. Conséquemment à ça, si vous allez à droite de la diapo, vous voyez qu'on ne retourne jamais à notre ligne de base. On développe des céphalées de fond, un mal constant, puis on ne sait plus quand prendre nos médicaments casse-crise, donc on en finit par en prendre très souvent ou trop souvent. Et en ce moment, des messages de douleur sont plus forts, sont perçus par le cerveau. Donc vous voyez que la flèche verte a agrandi. Réduire ou cesser votre prise de traitement abortif
devrait améliorer votre condition migraineuse, vrai ou faux? Vrai. Donc, jusqu'à 80% des patients s'améliorent en arrêtant la prise régulière de traitements abortifs. Honnêtement, je n'ai pas une meilleure statistique à vous donner pour aucun autre médicament que je peux offrir comme médecin. Donc, juste le fait, si vous surconsommez des médicaments, de retirer vos médicaments vous offre une meilleure chance d'amélioration que n'importe quel médicament sur le marché aujourd'hui que je pourrais vous offrir. Les possibles bénéfices, c'est une diminution du nombre de migraines ou de céphalées par mois. Les migraines ou les céphalées résiduelles sont d'une intensité moindre. Les traitements préventifs et abortifs deviennent plus efficaces. Il y a aussi un impact positif sur les symptômes anxio-dépressifs et évidemment une amélioration du fonctionnement. Vous pouvez mourir d'un sevrage de traitement abortif. Cette phrase-là va peut-être vous surprendre. Mais en fait, même cette semaine, j'ai eu une patiente qui m'a annoncé ça, qu'elle avait peur de mourir. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, si les patients ont tellement peur, c'est pas surprenant qu'ils vont vouloir pas faire un sevrage de leurs médicaments. Est-ce que cet énoncé-là est vrai ou faux? Heureusement, faux. Donc, on ne peut mourir d'un sevrage, non mais pas biologiquement, mais c'est une étape qui peut être difficile. Dans notre période de sevrage, la durée peut être variable selon les médicaments que nous surutilisons. Par exemple, quand on prend des triptans, on peut avoir environ 4 jours où la céphalée est très intense. Maintenant, ça, c'est pas une règle stricte, c'est la moyenne. Donc, il y a des gens qui souffrent un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps. Pour le DHE, c'est à peu près 7 jours et pour les autres analgésiques ou surtout les agents combinés, ça peut aller jusqu'à 10 jours. Donc, le message ici, c'est qu'il va falloir s'attendre à une durée, une période où vos céphalées vont être plus intenses. Non seulement ça, mais il y a d'autres symptômes de sevrage. Vous voyez que j'ai mis céphalée et migraine en tête de liste parce que c'est le symptôme le plus rapporté. Mais vous pouvez aussi avoir des nausées, des vomissements, des brûlements d'estomac, de l'insomnie, de l'irritabilité, de l'anxiété, des palpitations cardiaques et parfois même des symptômes plus physiques comme la tension artérielle haute ou basse ou des douleurs musculaires, des crampes ou des tremblements. Réduire votre prise de médicaments abortifs nécessite un travail personnel et l'aide de votre médecin ainsi que de votre entourage. Vrai ou faux? Donc ça, c'est vrai et c'est très important. En fait, les traitements sont vraiment composés de 3 volets. Premier volet, c'est éducation et travail personnel. Donc, bien comprendre les enjeux des céphalées d'origine médicamenteuse en espérant que ce webinaire aujourd'hui, ainsi que le témoignage de M. Castonguay, va vous donner certains outils et vous pouvez complémenter ça avec différentes ressources que vous pouvez trouver sur le site web de Migraine Québec. Gardez un calendrier de vos céphalées. Non seulement ça peut être un outil intéressant pour vous et votre médecin pour orienter vos traitements, mais aussi ça peut servir comme un bulletin. Quand vous allez vous améliorer, vous allez vous rendre compte plus facilement. Préparez vos outils comme des approches non pharmacologiques, par exemple. Ceci n'est pas une liste exhaustive, mais juste des exemples. Si vous êtes capable de faire de la méditation, des respirations profondes, si vous aimez de la glace, des bains chauds, d'autres méthodes qui pourraient vous aider à passer à travers le sevrage. Et aussi, préparez votre entourage, votre famille, vos employeurs, avisez-leur pour qu'ils soient capables de vous aider. Deuxième volet, c'est les traitements de prévention et aussi de transition aux besoins. Donc, la prévention, c'est des médicaments que nous mettons en place pour essayer de réduire la fréquence et l'intensité de vos migraines pour que vous soyez plus en mesure de sevrer vos médicaments casse-crise surutilisés. Le topiramate, le Botox, les nouveaux anticorps anti-CGRP sont les plus étudiés dans ce domaine. Par contre, n'importe quel médicament préventif pourrait être employé. Parfois, les gens ont besoin d'un traitement de transition, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Qu'est-ce qu'un traitement de transition? C'est une aide temporaire pour vous aider à passer à travers la période difficile de sevrage. Par exemple, votre médecin pourrait vous prescrire des stéroïdes, des anti-inflammatoires si vous n'en prenez pas déjà, du DHE, vous faire des blocs nerveux ou vous donner des antinauséeux si la nausée est très importante et aussi des médicaments pour dormir au moins temporairement.
L'autre partie très importante, parce que malheureusement, comme vous voyez sur le bas de votre écran, le rechute est quand même assez élevé, dans 25 à 35 des cas. Donc, vous auriez besoin de soutien de votre médecin ou de votre infirmière, des visites régulières pour vous encourager dans le bon sens. Aussi, le support de votre pharmacien. Avisez-leur de vos démarches. Psychologue ou thérapeute, si vous en connaissez, pourrait également vous donner un coup de main. Et si vous êtes partie d'un groupe de support, avisez-leur de vos plans parce que aussi d'offrir un support, ainsi que vos amis et votre famille. Donc, en conclusion, j'aimerais juste vous dire que ne pas oublier que si d'abord vous ne réussissez pas, essayez et essayez encore, votre cerveau vous en remerciera. Et sur ça, je vous remercie de votre attention et je vais demander à M. Yves Castonguay de venir vous faire son témoignage et par la suite, nous serons les deux disponibles pour répondre à vos questions. Merci. Merci, Héder. Merci d'être là. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler de mon témoignage, donc de réduire la fréquence des migraines grâce à un sevrage de médicaments que j'ai débuté, que j'ai fait en 2017. Donc, j'avais pensé, justement, j'avais offert à Migraine Québec de dire, bien, on pourrait justement en parler davantage, parce que beaucoup de gens, c'est un sujet qui revient souvent, comment faire pour avoir moins de migraines, puis d'essayer juste de faire un sevrage à quelques jours et tout ça, ça marchait pas du tout. J'avais toujours plus de douleur. Fait que là, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et d'expliquer comment de m'y prendre de façon sérieuse et je l'ai documenté et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vous invite à préparer vos questions, peut-être au fur et à mesure, puis après ma présentation, Héder et moi allons répondre aux questions qui seront postées. Donc, le sujet, donc, je vais vous parler de l'objectif de ma présentation, mon témoignage, mes outils, puis ensuite, on va faire le partage. Donc, mise en contexte, donc, c'est d'expliquer ma démarche pour réaliser un sevrage de médicaments, donc de céphalie d'origine médicamenteuse. Puis, je me posais la question, comment je vais faire pour me rendre jusqu'à ma retraite? Parce que souvent, écoute, j'avais beaucoup de difficultés à faire mon travail et tout. C'était une question qui était très persistante chez moi parce que, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer des graphiques, mais la migraine la douleur était très présente. Donc, et mon objectif aussi, c'est de donner des pistes pour réaliser un sevrage. Donc, à partir de mon expérience, je vais vous lister les outils que moi j'ai utilisés, puis peut-être ça peut vous inspirer, si toutefois c'est approprié pour vous. Donc, pourquoi ce sujet? Bien, sevrage, c'est le traitement qui a eu le plus d'impact positif pour moi, donc c'est quelque chose d'important. Et de partager mon témoignage, le but c'est d'aider, donc je le fais vraiment de façon bénévole aujourd'hui. Donc j'expliquais au pied du mur, j'avais des migraines quotidiennes, donc que je traitais avec les Omig, on va parler tantôt. Et il faut que j'explique aussi que j'étais à mon 3e essai pour le sevrage. Et donc j'avais essayé auparavant, mais j'avais pas toutes les conditions gagnantes et vous allez voir les conditions que j'ai mis en place qui m'ont aidé. Donc la mise en garde, effectivement, ça prend un suivi médical pour faire ça. Et je vais expliquer mon témoignage, mais je suis tout à fait conscient que chaque personne est unique. Donc ça ne veut pas dire que ma démarche calquée pour chaque personne va marcher, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a aidé pour moi. Donc la migraine, OK, si on regarde à votre droite, donc la migraine nous frappe à répétition, c'est des choses qui me revenaient par la tête, mais le défi, c'est d'éviter les déclencheurs. Mais même là, la migraine frappe pareil, ça c'est dans mon cas, et l'accepter permet de s'orienter vers la vie, le positif, d'être actif, donc c'est pour ça que j'ai mis une petite pensée ici, que je donne le temps de lire. Donc c'est quelque chose qui m'a animé tout au long de ma démarche. Donc, une autre pensée. Donc, souvent dans ma vie, ce que je dis, puisque avec les enfants, la famille, tout ça, ce que tu fuis, te suit. Ce que tu fais face, s'efface. Mais là, si j'applique ça aux migraines, bon, ce que ma maxime à moi, c'est ce que tu fuis grossit. Donc, les migraines prennent plus de place, tu as plus mal, je prends un peu plus d'analgésique, d'antidouleur. Mais ce que tu fais face, donc le sevrage, possiblement, ben, et ça fait que la migraine prend moins de place. Et ce qui est arrivé pour moi dans mon contexte. Donc, je voulais partager ça. Donc, mon témoignage. Donc, ma préparation. Donc, c'était de déterminer le meilleur moment pour le faire. Parce que tantôt, quand je voyais le 4 jours pour le sevrage de triptan, oui, 4 jours,
mais ça prend une bonne préparation vraiment pour y arriver. Puis ça, c'était ma découverte, c'est effectivement, c'est pas si long que ça, la douleur intense qu'on peut anticiper à l'arrêt des triptans, ce que j'ai vécu. Et puis je vais vous le montrer en détail dans un graphique plus loin. Donc temps au meilleur moment au travail, projet personnel, vacances, et aussi l'aide des proches, ça c'est des choses. Trouver un neurologue capable d'encadrer la démarche, de nous supporter. Hein, dans mon cas, vous allez voir, là, ça a exigé un arrêt de travail, donc ça a pris un billet de médecin pour ça. Donc me préparer mentalement, cela va améliorer ma condition, il faut de la persévérance. Ça c'est en partant, oui, on peut s'attendre qu'on va avoir de la douleur, mais ça va aller mieux après. Donc, informer mon entourage, mon épouse, les enfants, tout ça, c'est des démarches que j'ai fait pour les prévenir. Et obtenir des services, donc psychologue, avant, pendant et après le sevrage. Donc ça m'a aidé, Et l'acupuncture aussi, selon une recherche, des recherches, donc je me suis dit, je mets le paquet, fait que j'ai eu aussi plusieurs sessions d'acupuncture et de massothérapie aussi. Et exemple, dans ma préparation, qui va préparer les repas, toute la logistique à laquelle j'étais très impliqué dans la maison, mais comment on s'arrange. Donc, où vais-je me reposer quand il va y avoir de la douleur, comment je vais pouvoir la supporter. Et je vais arriver en détail tantôt dans la situation où il y a de la douleur, quel moyen que j'ai pris. Donc, aussi le calendrier, ce qu'on parlait tantôt, effectivement, d'avoir une vue objective de l'évolution. Parce que quand on est en période de douleur, on n'est pas objectif. On dit, on est toujours en douleur, mais avec le calendrier, ça a aidé. Fait que ça, j'ai fait ça aussi. Puis, établir la stratégie pour me soustraire à la douleur que je vais expliquer un peu plus loin. Donc, ma stratégie pour gérer la douleur pendant le sevrage. Donc, si c'est une douleur légère, souvent, soit boire de l'eau, des liquides, de l'hydratation, technique de relaxation, exercice aérobique, léger, hein, c'est une douleur légère aussi, les massages, faire des activités finalement qui fait que ça me change les idées. Donc ça, c'est propre à chaque personne. J'ai entendu des personnes dire, moi, faire de la peinture, c'est extraordinaire. Donc, dans mon cas, c'est plus bricoler physiquement, des choses comme ça, faire des activités douces, ça m'a aidé. La douleur modérée, donc faire des travaux manuels qui n'exigent pas de concentration, ça c'est assez important. Le sommeil, les bains, m'allonger, méditer, donc activités qui me font plaisir aussi. Donc ça, c'est des douleurs modérées. Puis des douleurs intenses, là, c'est soit me coucher, dormir, prendre un bain, marcher. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que je changeais souvent d'activité d'une à l'autre parce que là, la douleur, même si je me couchais, ça pouvait durer juste 10 minutes. Je passais à autre chose. Donc, il y a aussi des antinausées que j'ai dû prendre à l'occasion, mais pas tant que ça, juste peut-être quelques jours. Ça ne m'a pas trop affecté. Puis, j'ai changé d'activité souvent. Donc là, je suis en train de mélanger mes choses. Mais douleur intense, donc c'est ce que j'ai expliqué, là, différentes activités, puis vraiment des choses très, très relaxes. Puis en cas de découragement, mais j'avais prévu, je pourrais peut-être appeler un psychologue ou un ami. Puis j'avais même prévenu des amis, ils disaient, là, je me lance dans une aventure que je craignais. Fait que mon épouse, les enfants, j'ai tout prévenu, mais des amis proches, là, c'est des gens qui m'ont aidé dans le parcours. Puis, en dernier recours, je me dis, OK, je vais appeler mon médecin, là, si ça se passe vraiment pas bien, je réussis pas. Mais donc ça a été ma démarche. Donc, les étapes. L'étape du sevrage. Il faut que je dise tout de suite au début, ça exigeait un arrêt complet de travail pendant 3 mois avec un retour progressif après ça sur 3 mois. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais pour cet arrêt-là, donc pour moi, c'était au premier jour d'arrêt, c'était vraiment le repos, mais avec la prise d'analgésique, Zomig, Advil dans mon cas, là, ça pendant 2 semaines. Donc ce que ça a donné, c'est vraiment la première semaine, wow, je me repose, ça me fait du bien, puis je suis enthousiaste. La deuxième semaine, en sachant que là, la date approchait de que j'arrête de prendre toute forme d'antidouleur, là, j'étais un petit peu plus angoissé. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu. Puis ensuite, dans le traitement, l'arrêt de médicaments, donc des oméga et tout ça, ça a duré 2 semaines, mais le traitement en soi, c'est la prise de prénisone, dans mon cas, qui m'était suggérée
mais je remarquais que ça affectait mon sommeil, mais c'était un stimulant. Puis j'étais quand même très inquiet. Par contre, à vrai dire, il n'y avait pas beaucoup de douleur. Je vais montrer tantôt mes graphiques tout de suite après, là. La douleur intense n'a pas duré si longtemps pendant le traitement. Bon. Ensuite, la convalescence. Ça, c'est quoi? C'est dans le sens qu'on prend plus, dans mon cas, je ne prenais plus aucun médicament. Pas de Zomig, pas d'Advil, pas de prénisone, rien pantoute. Donc là, il y a eu des journées, à ce point-là, c'est un point critique que je juge, là, c'est supporter la migraine sans médicaments, puis c'est là qu'ils ont été les plus intenses et les plus longues. Mais ça n'a pas duré, il n'y a pas eu beaucoup de journées comme ça. On va le voir plus loin. Puis, donc, oui, ce que je dis en bas, c'est le détail des premiers mois. J'avais écrit un petit article qui est publié sur le site de Migraine Québec. Donc, les détails sont sur le site pour comment j'ai passé à travers le sevrage dans cette période-ci. Donc, je parlais de calendrier. Tantôt, on va regarder ce que ça a donné dans mon calendrier. Si on voit bon, en haut, vous voyez la date, l'intensité, la durée. Ça, c'est les informations, c'est les 3 informations les plus utiles. Après ça, je me suis amusé à rentrer plus d'infos. Mais oui, après, même des commentaires, tout ça. Et donc, la première période, la première phase, donc le repos, ben, on voit que je prenais toujours des Zomig et que l'humeur, là, la deuxième semaine, là, je commençais à m'inquiéter. J'angoissais un peu comment arriver au sevrage. Donc là, dans le traitement, donc, on arrête tout antidouleur, ce que j'ai fait, ce qui était convenu aussi avec mon médecin. Donc là, c'était le début de la prénisone, donc pendant 15 jours. Donc là, ce que je remarque, c'est que l'intensité, bon, c'était pas tant que ça, là, ça a monté jusqu'à 1 à 5 à peu près, l'intensité modérée. Mais plus on avance dans le temps, là, les migraines s'allongeaient. On regarde là, les heures, la durée des migraines était plus longue. Mais, on regarde, l'intensité n'était pas à se décourager. Là. Donc ça, c'est pendant le traitement. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est dans la convalescence, donc après le traitement. Puis ça, donc, ce qu'on remarque ici, bien, les journées qui ont précédé le début de la convalescence, là, si vous voyez en haut, bien, la pire migraine que j'ai eue, c'était 9 sur 10, donc vraiment, vraiment désagréable, et pendant une journée. Ensuite, ça s'est mis à diminuer, donc 7 sur 10 et 24 heures. Puis par la suite, si on remarque, les journées sans migraine, bien, j'ai été surpris de constater que dès le 11e jour, bien, j'ai eu des journées que je n'avais pas une migraine. Et ça, c'était une révélation, hein, parce que j'ai pris des Zomig pendant des années, là, je veux dire, pour être fonctionnel. Et donc, la douleur, je la combattais avec Zomig. Et donc, ça ici, c'était vraiment une belle découverte. Puis par la suite, c'est sûr que dans cette période-là, j'étais pas au travail, donc je pouvais me reposer à volonté, pas de stress, rien de tout ça. Fait que ça a été vraiment bénéfique. Donc, maintenant, les résultats de mon sevrage. Donc, le sevrage que j'ai réalisé en septembre 2017, donc il y a 2 ans. Donc, la bonne nouvelle, c'est je me sens pas prisonnier de la migraine, mais j'ai encore des migraines, mais beaucoup moins fréquentes puis moins intenses, ce qui était documenté dans les recherches. Donc, j'arrive au même constat. Mais j'avais espérance que je n'aurais presque plus de migraine. Ça, c'est des pensées qui m'arrivaient, mais c'est pas ça. Donc, là, ce que je constate, ça me prend quand même un prophylactique, puis un style de vie strict pour maintenir une qualité de vie que je juge très, très, très bien. Là. Donc, j'ai des épisodes jusqu'à 5 jours sans migraine. Ça, c'est... et j'ai des épisodes de quelques journées difficiles dans un mois, donc, ou qui peuvent être difficiles à gérer. Puis vous allez voir tantôt, j'ai débuté à reprendre des Zomig à l'occasion, justement dans les journées difficiles, mais je n'ai plus de crainte de rechute, parce qu'on sait que les rechutes, dans les sevrages, la première année, c'est plus élevé, ce que j'avais lu dans les recherches, mais donc ça, je faisais beaucoup, beaucoup attention la première année de prendre presque pas de Zomig. Ça a pris 5 mois avant que je reprenne un Zomig après mon sevrage. Et Advil, là. Donc, je sais mieux décoder la douleur puis la traiter. Donc, je sais que c'est pas une migraine, mais que c'est seulement une céphalée.
de Advil peut faire la job, puis la journée est belle. Ou savoir quand me reposer, éviter les fatigues, tout ça. Ce que je décode, mon moral est bien meilleur, puis j'ai plus d'énergie. Ça, c'est le constat que j'en fais. Mais dans son ensemble, c'est ce que je vois, c'est que les premiers jours après la convalescence, je me sentais fragile, puis ça, même les premiers mois, pas juste les semaines, dans le sens que la concentration, là, c'était quelque chose. Il fallait que je fasse attention. Donc, pour aller plus en détail, donc les statistiques, l'an passé, pour 3 mois, j'avais aucune journée de migraine de 7 jours, légère moyenne 18, sévère 5. Et ce que mon petit encadré à droite, là, c'est ma définition, il faut bien la regarder, c'est une douleur, une intensité de 1 ou 2 sur 10 pendant 1 heure, ça compte pas. C'est pas noté dans mes calendriers, parce que c'est juste des petits pics de douleur qui peuvent arriver. Puis ça arrivait surtout après le sevrage. Maintenant, j'ai moins ce genre de petits pics de douleur-là qui se pointent. Donc, si je regarde maintenant, aujourd'hui, dans les 3 derniers mois, ben aucune migraine, il y a 18 journées par mois et légère à moyenne 10, puis des sévères 2. Donc, ce que je disais tantôt, là, il y en a quelques-unes que, oui, je vais prendre des Omig ou Advil, puis ça va aider. Donc, le constat, oui, je prends des Omig à 6, en moyenne de 6 par mois, puis plus une journée d'Advil, mais les migraines sont moins intenses, moins sévères. Puis, je sais de ne pas prendre de la douleur, même s'il arrive un petit peu de douleur, je me lance pas à prendre une médication antidouleur, justement pour faire attention. Puis souvent, ça c'était une autre surprise, c'est que cette douleur-là qui veut prendre de l'ampleur va s'estomper par elle-même. Et ça c'est une découverte parce que c'était pas ça avant le sevrage, c'était vraiment pas ça. Parce que le laisser aller, ça voulait dire s'aligner vers une douleur très intense et longue. Donc maintenant, comment j'ai fait mon retour aux activités normales? Ça, c'est un autre point critique. À certains collègues, j'en ai parlé ouvertement. Donc, puis j'ai beaucoup aimé en parler en termes de traitement. Repos, traitement, convalescence. C'est comme on parle d'un bras cassé ou une opération. La migraine n'est pas visible. Donc, pour moi, ça, c'était facile d'en parler de cette façon-là. Donc, un retour 2 jours semaine pendant 2 semaines, ensuite une journée de plus à chaque 2 semaines. Fait que ça a été aidant. Mais à un moment donné, je me sentais submergé parce que moi, dans mon type de travail, c'est un travail de bureau en informatique et je me sentais submergé pour le rattrapage des informations. Ça en faisait beaucoup. Et ça, j'ai dû composer avec, là. Il fallait que je fasse attention. Je me sentais courir un peu sur la glace. Fait que ça, là, pas avoir fait attention à ce moment-là, il y avait des forts risques de rechute, de dire « OK, je vais reprendre les Omig, Advil, puis pour continuer comme avant. » Non. Fait que là, ce que je faisais, c'est le retour était soit plutôt à la maison pour me reposer un peu, puis compléter ma journée de travail, mais à la maison, en télétravail. Puis ce que je constatais à ce moment-là, c'est que le prophylactique était nécessaire. J'ai utilisé la nortriptyline, mais qui était insatisfaisant, mais maintenant, avec des adaptations, ça fonctionne. Donc, mes moyens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Bien, j'ai instauré des pauses au travail. Donc, surtout, 3 fois par jour, mais des marches de détente, même à l'extérieur. Puis, même si je travaille dans un édifice à bureau, plusieurs étages, c'est long, hein, s'habiller, même mettre ses bottes à sortir, mais c'était un must. Et ce que je remarquais, et puis ça, c'était une autre découverte, c'est que tout de suite après, je me sentais comme plus relax. Et comme j'avais la tête grosse et tout ça, comme un peu ballon, là, mais après ça, ça revenait zen et ça m'aidait. Donc, pour moi, ces marches-là, j'y pratique encore, c'est bénéfique. Donc, et aussi une marche de détente en soirée, là, ça m'aide beaucoup. Donc, à l'extérieur. Gestion de la douleur, ben, c'est d'être bienveillant. Puis, la prise de Zomig, c'est oui, parce que pour les migraines sévères, mais 6 à 8 doses par mois. Puis j'ai repris, mais seulement après 5 mois après le sevrage. Puis les conditions, c'est si la douleur est ancrée, puis pas juste un serrement de tête là, ou un petit céphalée, puis si ça fait plus de 2 à 4 heures que cette douleur-là s'installe, et que si j'ai pas pris de Zomig d'analgésique depuis plusieurs jours, ça c'est ma condition qui fait que c'est ma formule qui dit « OK,
Là, je peux prendre les Omig, puis et souvent, ça va enlever la douleur très rapidement. Donc, ça, c'est un peu ma démarche, comment faire pour jauger, pour ne pas retomber dans la céphalie d'origine médicamenteuse. Puis, au travail, mais des fois, même moi, je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Ma devise, c'est je fais ce que je peux sans mettre de la pression de performance. Fait que ça, puis dire, ou planifier, puis des fois, mettre ça un petit peu plus loin dans le temps, dans l'horaire. Parce que souvent, supposons, il arrive fréquemment que je vais avoir beaucoup de demandes dans une même journée. Mais au lieu d'essayer de répondre dans cette journée-là, je vais les planifier dans les jours à venir, et ça m'aide beaucoup pour le travail. Et aussi, de mes moyens, les exercices, oui, je pratique 3 fois semaine les 7 minutes workout. C'est des petites applications que vous pouvez trouver sur le site web, sur l'Internet. Puis l'été, je vais travailler en vélo, donc j'essaie de faire du vélo. Puis l'hiver, badminton, d'être actif. Puis aussi des étirements au besoin, ça, pour le haut du corps, tout le corps, ça me fait beaucoup de bien. Donc, si je résume, dans mes préparatifs, dans mes outils, c'est de planifier une stratégie. Je pense que ça, c'est crucial. Faut y penser, il faut y réfléchir avant de... J'ai déjà eu un témoignage, une personne dit, OK, moi, je vais faire un sevrage parce que je me marie dans 15 jours. Non, c'est pas le bon moment. Je pense pas. Fait que, donc, se documenter. L'étude que j'ai énumérée ici, j'ai trouvé qu'elle était très structurée, malgré qu'on a eu le résumé tantôt de Heather qui était excellent, hyper résumé, mais tout le contenu était là. Donc, pourquoi? Il faut se poser la question, pour moi, je me pose la question, mais pourquoi, c'est quoi ma motivation? C'était d'aller jusqu'au bout, d'expérimenter sans la céphalie d'origine médicamenteuse, quel était l'état des migraines pour moi. Donc ça, c'était important, puis j'ai constaté que les migraines sont encore là, mais sont plus gérables. Donc, préparer une absence au travail, je pense que quand on est rendu là, et moi, ce que j'ai fait, c'est m'assurer de documenter pour mes collègues. Et ça a été très facile de céder mes dossiers à mes collègues pour mon absence. Et je ne me sentais pas coupable de partir parce que toutes mes choses étaient bien documentées. Puis aussi d'obtenir un rendez-vous avec le neurologue, faire la démarche et démontrer sa motivation, puis pour avoir son appui. Habituellement, c'est pas un problème, mais il faut juste être bien... faut quand même le demander, faut le demander. Donc, faut voir aussi quand, les dates, où je peux m'arrêter complètement. Et vous voyez, moi, je l'ai fait en septembre 2017 parce que j'avais plein d'activités, puis je me suis dit, je vais profiter de mes vacances, je vais profiter au maximum de mes vacances pour me reposer et tout. Puis, on avait un mariage dans la famille et tout ça, donc c'était pas le meilleur temps. Mais après, là, en septembre, là, je pouvais vraiment m'isoler puis me concentrer pour le traitement. Donc, et où, lieu déterminé pendant le sevrage, tu sais, si j'ai des migraines pendant toute la nuit, OK, est-ce que j'ai une autre chambre dans la maison que je peux utiliser, des choses comme ça que j'ai fait. Puis, comment? Il faut se poser la question, sevrage à froid ou avec médication? Ça, je pense que c'est avec le médecin, il faut discuter. Moi, on m'a proposé le prédnisone qui était efficace, effectivement. Et de faire aussi un calendrier de migraine pour rester objectif. Des personnes avec qui partager. Amis, proches, on a le groupe Partage Québec dans Facebook, j'ai partagé beaucoup. Donc, le groupe d'entraide, c'est un groupe de soutien qui était extrêmement bénéfique. Et des personnes ressources, psychologues, acupuncteurs, massothérapeutes. Puis aussi, ça c'est un petit truc, mais d'incommunication visuelle. Je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai fait dans la maison. Parce qu'avec les enfants, à ce moment-là, lui avait 12 ans, mais donc, j'ai 4 enfants à la maison et mon épouse. Donc là, je dis comment je fais pour partager Donc, ici, j'ai affiché la diapo, vous voyez, pour le mieux-être, j'ai affiché ça sur le frigo en disant, voici là, de tel jour, là, parce que je leur disais juste, je vais avoir un traitement, mais là, ils ne comprenaient pas, oui, c'est quoi, puis j'ai dit là, dans le repos, je peux participer aux activités, mais quand on va arriver au traitement, là, je ne serai pas disponible du tout. Puis ça se peut que j'ai mal à la tête, puis que je ne veux pas participer aux activités. Donc, j'ai expliqué ça, puis de convalescence. Fait que ça, c'est la petite feuille que j'ai affichée sur le frigo, qui était très pratique. Donc, ici,
C'est peut-être des petits mots de motivation. Moi, j'aime beaucoup la communication visuelle et donc, c'est des pensées que je laisse les lire, là, mais qui m'ont inspiré. Hein? Je veux dire, la vie, c'est comme une bicyclette, là, il faut avancer, ne pas perdre l'équilibre. Pour ne pas perdre l'équilibre, c'est des bels exemples. Et ici, un autre point important, le sommeil. Ce que j'ai constaté, si je fais trop d'activités en soirée, mais ce que ça amène pour moi, c'est un mauvais sommeil. Mauvais sommeil égale migraine. Fait que c'est comme un effet domino. Fait que là, je me suis fait une petite affiche pour moi, à côté de mon ordinateur dans mon bureau, je pouvais la voir parce que souvent, j'avais tendance à rester trop longtemps à l'ordinateur en soirée. Fait que là, j'ai dit, voici, pour une bonne santé, là, les activités, je veux activités douces, éviter le travail de concentration. Ça, c'était un point très important pour moi. Quelque chose qui est trop stimulant après souper, là. Et c'est pas bon. Fait que, training étogène ou des méditations. Puis ensuite, juste cette petite affiche-là m'a aidé à me convaincre de dire, OK, on change notre rythme de vie, puis ça va aider et c'est très bénéfique. Donc, pour terminer, je dis, je ne suis pas en train de dire que ça va être facile, mais je te dis juste que ça en va à peine. Ça, c'est ce que une petite affiche que j'avais mis aussi. Puis souvent, ce que j'ai remarqué dans la deuxième, c'est un seul rayon de soleil, il suffit à dissiper des millions d'ombres. Finalement, dès qu'on a quelques journées sans migraine, ça dit « wow, OK, on voit la lumière au bout du tunnel ». Donc, ici, ça termine ma présentation. Je sais qu'il y a une évaluation qui va vous être envoyée par Migraine Québec pour évaluer notre rencontre. Et donc, on vous invite à bien y répondre, donner vos suggestions. Et maintenant, vous pouvez préparer vos questions pour qu'on puisse en parler. J'invite Heather à venir à l'avant avec les questions. Donc, on est disponible pour répondre à des questions. S'il y en a, j'en vois pas pour l'instant. Ou peut-être on peut, tout de suite en attendant les questions, quelques questions. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de certains témoignages que tu as eu de certains migraineux qui étaient préoccupés par rapport au sevrage de médicaments ou... Oui, je pense qu'en gros, les gens, où ça devient difficile, c'est justement la préparation. Donc, je suis vraiment contente que tu nous as parlé de cette expérience-là parce que je pense que pour la plupart des gens, c'est de où mettre ça dans sa vie. Tu sais, tout le monde est très occupé, ils ont la responsabilité au travail, pour la famille. Donc, en planifiant, c'est difficile de penser où est-ce que je vais mettre ce bloc de temps. Tu sais, c'est pas une semaine, ça peut être plusieurs semaines, même plusieurs mois, avant de se rétablir à un point où on se sent normal encore, entre guillemets. Et donc, je pense que ça va être rassurant pour les gens qui pensent à ça, de voir à quel point, oui, même avec 4 enfants, puis une job à temps plein, on peut arriver avec la préparation. Donc, je pense que c'est cet aspect-là surtout. Et aussi de sentir... délaissé. Donc, souvent, on pense que la personne ressource dans tout ça, c'est notre médecin. Et donc, si mon médecin ne me répond pas ou j'ai pas de médecin qui s'intéresse à m'aider, c'est sûr que, tu sais, comme tu as bien dit, il faut avoir l'accord puis la collaboration du médecin. Sans ça, ça va être difficile. Mais aussi l'impact d'avoir la famille, les amis autour, un groupe de support, les gens qui connaissent ça, qui ont vécu ça. Je pense que c'est très puissant. Excellent. On a une question ici. Qu'est-ce que la prénisone? Là, je peux me répondre pour moi parce que en prenez-vous toujours? C'est non, c'est seulement 15 jours, puis c'est en mode dégradé, mais je te laisse expliquer l'aspect plus médical. Donc, en fait, les stéroïdes sont des anti-inflammatoires très puissants. Donc, c'est pas des stéroïdes anabolisants comme quelqu'un qui s'entraîne prendrait, mais c'est une anti-inflammatoire très puissant dans une autre classe. Donc, une classe différente que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et donc, pour les gens qui prennent des triptans ou autres médicaments surutilisés, ça peut être un traitement de transition intéressant. Et là encore, quelle est la recette magique? Il n'y a pas de recette magique. Ça va être selon le confort de votre médecin, mais c'est des doses décroissantes. Donc, on commence à une telle dose et on descend à un certain nombre de jours. Mais la durée idéale est sujet à débat.
Donc, on peut descendre aux 3 jours, aux 5 jours. Des fois, ça dépend de l'intensité de la maladie et encore du confort du médecin traitant. Donc, à discuter avec vos médecins si ça vous intéresse. Et comme a bien dit Yves, c'est pas des médicaments sans conséquences. Donc, des fois, si on peut faire le sevrage sans aucun traitement de transition, c'est bien. Mais sinon, il faut faire attention au niveau gastro-intestinal. Ça peut donner des brûlements d'estomac. Donc, c'est des médicaments que nous prenons habituellement en mangeant. Et toujours le matin, éviter de prendre ça tard le jour parce que ça va interférer davantage avec le cycle de sommeil. Okay. Donc, un somnifère peut être intéressant. J'ai une autre question. Si on n'a plus de médecin de famille et de neurologue et qu'on veut faire un sevrage, que fait-on? Oui, bien, ça va vous prendre un médecin parce qu'il n'y a pas c'est pas un médecin sans rendez-vous, malheureusement, qui va nécessairement prendre ça en charge. Donc, une façon de faire pour aller dans une clinique sans rendez-vous et expliquer au médecin que vous êtes rendu là et que malheureusement, vous êtes inscrit pour un médecin de famille, mais que vous n'en avez pas un encore. Et parfois, eux peuvent vous faire une demande de consultation en neurologie. OK. Quand on commence un sevrage, doit-on prendre de la pilule absolument? Qu'est-ce que tu penses? Ben, moi, j'avais pour toi, ça fonctionne. Non, oui, mais c'était mon 3e essai avec la prénisone. Bon mais j'avais lu là, ce qu'on appelle le cold turkey ou à froid. Là. Et c'est ça, ça peut être difficile. Disons que j'ai des patients qui ont fait à froid. Donc, en fait, un patient que, bien sûr, je nommerai pas, mais que j'apprécie tellement parce que quand il était mieux, il est revenu me le dire. Donc, en fait, plusieurs de mes patients connaissent cette histoire-là. Ça m'impressionne tellement que je leur en parle. C'est un monsieur que je suivais depuis mon fellowship, qui avait vu 4 neurologues avant moi et souffrait de 20 à 25 jours de migraine par mois, pour laquelle il prenait de l'érythritran ou du Relpax et du naproxène. Il était très fonctionnel. À chaque fois qu'il avait une migraine, il prenait ça, puis il fonctionnait très, très bien. Et il avait déjà fait des sevrages auparavant, donc je ne me suis pas investie là-dedans. Il y a eu tous les traitements qu'on avait de disponibles. On n'avait pas d'amélioration. Donc, je me suis dit, bien, il ne se détériore pas. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix. Okay. Donc, finalement, c'était une spécialiste pour les reins, un néphrologue, qui lui a dit, si vous continuez à prendre des anti-inflammatoires à la fréquence que vous les prenez là, vous allez perdre vos reins. Et elle allait se ramasser en dialyse. Donc, ça lui a fait très peur. Puis, effectivement, il a fait ça à froid. Il est revenu pour me dire, pour une semaine et demie, il avait très mal à la tête. C'était très intense. Mais par la suite, il y avait 1 ou 2 migraines par mois. Donc, il est passé de 20 à 25 jours à 1 ou 2 jours de migraine par mois. Donc, j'ai énormément appris de cette expérience, de son expérience. Entre autres, même les gens qui ont tenté des sevrages par le passé, c'est une bonne idée d'essayer de le refaire si jamais ça n'a pas été un succès. Oui, ça c'est un bon point que je pourrais ajouter. Dans mon cas, ce que j'avais constaté il y a 2 ans, c'est que j'étais moins sollicité par les jeunes enfants. Et aussi à mon travail, c'était un bon contexte, dans le sens que le milieu était sain et aussi moins exigeant. Fait que ça, je trouvais, et je me dis peut-être aussi, parce que au lieu de, j'avais pas 40 ans, mais 50 ans, 51 ans quand j'ai fait, ben peut-être que justement avec l'âge, parce que ça a peut-être aidé. Mais ça, j'étais moins sollicité. Ça, c'est un point important. Un bon point. La question ici, avez-vous pris beaucoup de congés pendant le sevrage? Bien, si je résume, c'est 3 mois d'arrêt complet et ensuite un retour progressif sur 3 mois à raison de 2 jours semaine pendant 2 semaines et ensuite ajouter une journée par semaine. Et donc, oui, ça m'a pris un congé et j'ai trouvé que c'était absolument nécessaire. Donc, peut-être la prochaine. Donc, il y a une question ici, c'est est-ce que ça serait une bonne idée d'arrêter tous les autres médicaments en même temps? Par exemple, si je prends d'autres médicaments préventifs, comme le gabapentin et le Topamax,
Est-ce qu'on nettoie tout en même temps? En fait, ce que je suggère, c'est de toujours garder un constant. Donc, de ne pas faire trop de choses, trop de changements en même temps. C'est-à-dire que les agents préventifs ne sont pas dangereux pour votre santé. C'est qu'en fait, je continue pour la réponse. Finalement, ça serait une bonne idée de garder tous médicaments préventifs. Ne les changez pas. La chose à changer, c'est d'arrêter les médicaments surutilisés, de garder les préventifs en place. Probablement, ça va être plus efficace à la longue. Oui, puis je rajouterais d'un préventif, moi j'avais fait le choix de ne pas prendre de médication préventive parce que je me sentais vraiment débalancé. Mais mon médecin me l'avait suggéré dès le début du sevrage, mais pour moi, je voulais attendre plus après que le sevrage de médication analgésique. Donc, en fait, pour toi, tu avais repris la nortriptyline après le sevrage? Oui, seulement en février, donc quelques mois plus tard, parce que là, je voyais l'état naturel de la migraine qui était présente sans la composante des céphalées d'origine médicamenteuse. Ouais. Mais en fait, sur ce point-là, je pense que j'ai un petit point aussi d'enseignement, c'est que selon la littérature qui nous guide à aider nos patients, il y a un certain débat entre est-ce que ça va être important de commencer un nouveau médicament préventif avant le sevrage ou bien après? Puis finalement, les résultats sont de bord et de l'autre. Donc en fait, je pense pas que je suis vraiment contente que tu en parles parce que je pense pas qu'il y a une recette parfaite d'aller selon la personne, mais de faire encore trop de changements majeurs. Si par exemple, cette personne-là a 2 médicaments préventifs, d'arrêter tous les médicaments surutilisés en plus de tout, ça va être, je pense, un peu drastique. Ici, on a une autre question. Est-ce que la prénisone et la méthadone sont le même médicament? Non, pas du tout. Donc, en fait, la méthadone, c'est une forme de narcotique qui a malheureusement eu un petit peu de mauvaise presse. C'est utilisé chez les gens qui consomment de l'héroïne pour leur aider à arrêter l'héroïne, mais ça peut également être donné pour des douleurs chroniques. Entre autres, les douleurs de type nerf ou la douleur neuropathique, la méthadone peut être utilisée et très efficace, mais c'est pas du tout la même chose que la prénisone. Et en migraine, c'est à éviter si on peut. En fait, toute forme de narcotique, on essaie de les éviter chez les patients qui souffrent de migraine parce que ça peut empirer la migraine. OK, ici j'ai une question par rapport au traitement antinauséeux. Est-ce que c'était un médicament de type Gravol? C'est oui, mais sous prescription. Puis, ceci était-il pour vous aider à dormir? Non. C'était pour vraiment enlever la nausée. La nausée. Je pourrais peut-être répondre à cette question-là. Oui. Là, puis Yves aussi, tu pourrais peut-être contribuer. Donc, on a une question. On conseille généralement de prendre notre traitement de crise le plus tôt possible. La prendre 2 à 4 heures plus tard ne rend-elle pas la douleur plus difficile à contrôler? Bien, de mon côté, question purement médicale, on demande aux gens de prendre leurs médicaments casse-crise relativement tôt parce que selon la littérature qui nous guide, c'est plus efficace dans ces instances-là. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est individualiste dans le sens que parfois, il y a des gens qui ont des pics de migraine après 6 heures, après 8 heures. Il y a d'autres gens qui ont des pics de migraine dans le temps de 2 heures. C'est la majorité des gens. Donc, il faut évaluer soi-même c'est quoi le pic de votre migraine. Si votre pic est dans de 8 heures, mais ça se peut que vous pouvez vous permettre d'attendre un petit peu plus longtemps. Surtout si vous avez d'autres expériences où vous auriez la migraine qui est plus petite, qui ne nécessiterait pas nécessairement une casse-crise. Et à ce moment-là, vous pouvez éviter une prise de triptan. Oui. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est ça, moi, c'est dans le sens 2 à 4 heures. Donc, c'est la règle que moi, je m'étais mise pour éviter de reprendre des Omig ou des Advil sur une base très fréquente. Et je me suis aperçu que, surtout après le sevrage, qu'il y avait des petits pics de douleur qui arrivaient, puis finalement, ça s'estompait assez rapidement. Mais maintenant, 2 ans après mon sevrage, je suis capable de décoder si c'est une migraine qui, si je laisse aller, la migraine, je vais être dans des douleurs importantes. Ça, je suis capable, c'est difficile à expliquer, mais dans mon cas, c'est vraiment ancré sur un des côtés, en arrière de l'œil, et je sais que ça progresse progressivement, d'heure en heure, ça progresse. Ce type de migraine-là, j'attendais pas 4 heures. Je vais prendre des Omig. Puis dans d'autres cas, c'est juste un serrement à la tête, puis un petit peu de concentration. C'est pas vraiment une migraine, mais plus une céphalée.
Bien, je dis, ce que j'ai constaté, c'est qu'en les laissant aller, en prenant rien, bien, au cours, ça arrive le matin, puis au cours de l'avant-midi, ça s'estompe, puis je retombe à mes activités normales. Ça, c'est arrivé. Habituellement, est-ce que tu t'en sors avec un comprimé de Zomig ou ça t'en prend un deuxième? Depuis le sevrage, un seul est suffisant. OK. Et auparavant, à l'occasion, c'était 2 dans la même journée. Puis, si je peux me permettre, je pense qu'une question qui m'est posée souvent à ce sujet-là, c'est est-ce que d'en prendre 2, parfois les gens se retiennent parce qu'ils disent si j'en prends un deuxième comprimé, bien là, ça va me donner plus de chances d'avoir des céphalées par surconsommation médicamenteuse. Et en fait, l'idée, c'est pas le nombre de comprimés que vous prenez par mois, mais le nombre de jours que vous vous traitez. Donc, c'est à votre avantage, en fait, même de prendre le nombre de comprimés nécessaires et sécuritaires dans une même 24 heures pour casser la crise. Donc, si, par exemple, vous prenez votre première comprimée et 2 heures plus tard, vous souffrez encore terriblement, c'est important d'en prendre une deuxième. C'est pas de trop en prendre à ce moment-là. Okay. Parce que l'idée, c'est d'être capable d'éteindre le feu correctement pour éviter que ça reprenne le lendemain, idéalement. Et marquez ça sur votre calendrier. Et si vous et votre médecin voyez que vous avez besoin de toujours 2 et parfois même 2, c'est pas assez, peut-être qu'ils vont même changer votre médicament pour un autre médicament casse-crise ou mettre en place un préventif pour donner un coup de main. Ouais. C'est une question sur la médication. Celui-là, on l'a répondu. OK, c'est bon. Celui-là, c'est par rapport, avez-vous pris beaucoup de congés pendant le sevrage? Oui, celui-là, bien, je résume, c'était 3 mois d'arrêt complet puis 3 mois de retour progressif que j'ai trouvé absolument nécessaire. Puis même au bout de ces 6 mois-là, j'allais en ménageant mes énergies pour me donner des temps de repos pour éviter que la migraine prenne place. Donc, quand on commence un sevrage, doit-on prendre la prénisone absolument? Donc, non, il y a plusieurs différents types de choix qu'on a. Ça peut être fait si, par exemple, vous prenez des triptans régulièrement. Ça se peut même que votre médecin vous prescrit des anti-inflammatoires comme le naproxène ou le diclofenac, un anti-inflammatoire à longue durée d'action, à prendre 2 fois par jour pour un certain nombre de jours. Ça peut être 7 à 14 jours pour vous aider à travers. Et sinon, si vous re-regardez ma présentation, vous allez avoir la liste des autres options comme le DHE ou des blocs nerveux. Parfois, des fois, je fais des blocs nerveux pour aider les gens. Donc, pas nécessairement. Je pense qu'on a tous répondu. OK. À moins qu'il y en ait d'autres d'arriver. À quelle fréquence preniez-vous le Zomig avant votre sevrage? Ça, ce qui est, ben, le mois précédent, c'était 33 doses sur 29 jours. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'était étalé sur des années précédentes avec beaucoup de Zomig. C'était quasi... c'est ça, c'est très fréquent. Oh, oui, c'était quasi journalier. Ouais. Mais je pense que le point que tu avais soulevé, c'est que juste d'apprendre c'est quoi ces niveaux de... Tu sais, c'est quoi ma petite mal de tête, c'est quoi la plus grosse, puis d'être capable de vraiment identifier ça pour savoir bien pourquoi je vais juste prendre une anti-inflammatoire, puis pour quelle migraine est-ce que je vais réserver mes triptans ou autres médicaments. C'est un bon point. OK. On a répondu à l'ensemble des questions. Donc, on va s'arrêter ici. Je vous invite, si toutefois vous avez d'autres demandes d'informations, de conférences que vous désiriez, d'en faire part à Migraine Québec, puis on pourra y répondre. Donc, bien, on souhaite... Merci. 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 Merci.